Un regain des attaques terroristes a déploré, mais il y a de quoi se féliciter pour les 100 premiers jours du second quinquennat du chef de l'État. Le parti de la majorité passe au peigne fin la situation nationale. Il nous livre sa lecture au cours d'un point de presse. Chirurgie à cœur ouvert, le succès à la clé. Nous serons au CHU de Tengandogo où le bloc opératoire a accueilli notre caméra. Une chirurgie cardiaque menée de main de maître par le docteur Adama Sawadogo, assisté par des spécialistes étrangers. Attention, images déconseillées aux âmes sensibles. Les détails dans quelques instants. La culture également au rendez-vous de ce 20h avec de la musique et du rire. Le Palais des Sports et le Sénasa ont affiché guichet complet avec la première dose de Soum le Sapeur et le concert de l'artiste Hamzi. L'un se ferait une bonne voix pour le futur et l'autre confirme une belle trajectoire déjà amorcée. Nos équipes étaient de la partie et vous vivrez ces moments comme si vous y étiez. Invité du 20h de ce soir, Aruna Yoda, procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1. Avec lui, il sera question de l'ouverture ce 18 mai d'un deuxième TGI 6 au quartier Karpara de Ouagadougou. Nous serons également avec Abdoulaye Ilboudo, directeur régional des enseignements post-primaires. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Avant de développer ces titres, l'arrivée du président du Faso à Paris en France. Demain, 18 mai, il prendra part aux côtés d'une vingtaine d'autres chefs d'État au sommet sur le financement des économies africaines. La rencontre connaîtra la participation de responsables européens et de grandes organisations internationales. Les échanges se focaliseront sur la dette de l'Afrique dans le contexte de la crise sanitaire. Une rencontre sur laquelle nous reviendrons au cours de nos différentes éditions. Dans les locaux du Conseil supérieur de la communication ce jour, le ministre en charge de la réconciliation, il s'agit pour Zéphirin Diapré d'expliquer la vision et la démarche pour une réconciliation véritable. Mais au-delà, il sollicite l'accompagnement de l'institution et des médias pour l'atteinte de ces objectifs. Césaire Carfo et Abdelaziz Yagibou. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale au Conseil supérieur de la communication. Au-delà de la courtoisie, cette visite est celle de la concertation. Au président du CEC et à son équipe, le ministre d'État Zéphirin Diapré tend la main pour une action commune et concertée à même de contribuer efficacement à une réconciliation nationale réussie. Ce qui nous divise peut être adouci ou exacerbé par les paroles des uns et des autres. Or, le CSC est dans son rôle de gendarme, de veiller à ce que, dans le respect de la liberté d'expression, les gens acceptent et sachent que leur liberté s'arrête là où commence celle des autres et celle de la nation. Donc il était donc important que nous venions là pour expliquer ce que nous faisons et solliciter donc le concours du président et de son équipe là dans cette perspective. Le Conseil supérieur de la communication, qui fait de son credo la consolidation des bases de la cohésion sociale au moyen d'expression et discours apaisés, qualifie cette démarche de salutaire. Personne aujourd'hui au Burkina ne peut occulter le fait qu'il y a tellement de fractures dans tous les domaines qu'on a besoin de s'asseoir pour se parler. Nous avons donc eu l'occasion cet après-midi d'écouter M. le ministre d'État nous exposer sa vision, sa feuille de route. Et je crois que nous avons été édifiés, satisfaits et nous avons marqué notre totale disponibilité à accompagner M. le ministre et ses collaborateurs pour la réussite de cette mission ô combien importante pour notre pays. D'une seule voix, les deux parties appellent les Burkinabés à cultiver l'esprit et le langage de la tolérance et de l'apaisement. Cela pour la réussite du pari de la réconciliation nationale et la cohésion sociale, tant souhaitée par tous. Et cette autre rencontre entre le président du patronat burkinabé et le médiateur du Faso, Apollinaire Compaoré, dément toute implication dans un quelconque trafic de drogue. Il s'est exprimé à la faveur de l'audience au cours de laquelle il a plaidé pour un accompagnement du médiateur au regard des difficultés que vit le secteur privé du fait du Covid-19. Urbain Benito Somé et Momoni Soubega.
Plus d'une année après l'avènement du Covid au Burkina, le secteur privé a toujours du mal à s'épanouir. Baisse de chiffre d'affaires, faillite et perte d'emplois sont les conséquences que les entreprises continuent de vivre. Les promesses de financement du gouvernement se font toujours attendre selon le président du patronat burkinabé. Ce 17 mai, Apollinaire Compaoré vient chercher solution auprès du médiateur d'IFASO. Ouais, elle est prête à me soutenir, mais soutenir tous les opérateurs qui ont des difficultés, qui va la solliciter. Dans les affaires en général, présentement avec le Covid, là, tout le monde est en difficulté. Surtout que nous avons un petit marché. S'il y a un problème, ça aggrave encore. Des doléances que le médiateur d'IFASO dit avoir notées. Pour Sarah Séré-Sérémé, ce sont des questions qui méritent des analyses. Ce n'est pas facile pour l'État, mais l'État a aussi ce devoir de chercher comment accompagner ces opérateurs économiques si nous ne voulons pas que notre économie coule. Donc, dans ce sens, avec le président du patronat, nous avons donc traité de beaucoup de questions que vous comprenez aisément, ne peuvent qu'aider dans leur résolution à maintenir à flot l'économie du Burkina Faso. Autre question que le président du patronat burkinabé a abordée avec le médiateur d'IFASO, les informations faisant état de son implication dans le trafic de drogue. Selon Apollinaire Compaoré, il n'en est rien. Ce sont des accusations sans fondement. Et cette autre actualité, incident ce matin au lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou. Nos équipes arrivées sur place ont constaté le saccage du bureau et du véhicule du proviseur ainsi que le secrétariat de l'établissement. Des documents ont également été détruits. Le calme serait finalement revenu après l'intervention des forces de sécurité. Et pour en parler, nous sommes avec M. Abdoulaye Boudou, directeur régional des enseignements post-primaires et secondaires du centre. Bonsoir, M. Ilboudou. Bonsoir, madame. Est-ce que déjà on peut savoir ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé à de telles violences? Ok, je voudrais avant tout vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez pour nous exprimer un peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui au lycée Philippe Zenda Kaboré. Les dégâts sont énormes. C'est un spectacle désolant, ahurissant, on va dire, tout simplement. Et c'est indigne tout simplement de spectacle qu'on doit voir dans un établissement d'enseignement. Bref, comme vous l'avez si noté, moi je dirais que ce n'est pas un incident. C'est un fait d'une gravité assez énorme. Il faut y arriver pour constater les dégâts. Tout a été détruit. Au niveau du bureau, au secrétariat, les fichiers des élèves n'existent plus, les fichiers du personnel n'existent plus, et le fichier, le serveur qui sert à inscrire l'ensemble des élèves a été emporté. Et est-ce que cela fait suite au mouvement des élèves constatés depuis un certain temps? Bien sûr. C'est l'occasion pour nous de revenir aussi sur ce qui s'est passé il y a tout juste une semaine, le 10, au lycée Nelson Mandela, où le proviseur et la conseillère principale d'éducation ont été séquestrés. Et par la grâce de Dieu, leur vie a été sauvée. Et seulement, les menaces ont afflué. C'est le véhicule du proviseur. C'est le véhicule du proviseur. Et je reviendrai peut-être là-dessus, mais en attendant, je veux vous montrer, depuis un certain temps, les actes de vandalisme ne font que se monter en crescendo. Et aujourd'hui, nous avons atteint une phase d'une terreur assez inquiétante. C'est pourquoi ce qui s'est passé avec la séquestration du proviseur du Nelson Mandela et de sa conseillère principale d'éducation, qui n'ont eu leur salut que grâce à l'intervention d'une certaine personne qui était sur les lieux. J'avoue que peut-être on ne parlerait pas de lui aujourd'hui. C'est très douloureux parce que nous sommes des éducateurs et nous sommes chargés donc de former ces enfants-là.
Et si aujourd'hui on observe ce type de spectacle, j'avoue que nous sommes totalement ahuris. Nous sommes tout simplement ahuris. C'est pourquoi ce qui s'est passé, vous imaginez ce qui s'est passé aux Zenda. Aujourd'hui, demain, l'administration n'existe plus. Au niveau du Nelson Mandela, on a dit clairement au proviseur qu'on ne veut plus le voir. Et ça, c'est des élèves qui ont prononcé cette sentence-là à l'endroit de leur proviseur, de leur premier responsable. Et donc, ils ont dit qu'ils ne voudraient plus le voir au lycée. Ce qui fait que ce soit au Nelson Mandela ou au lycée Zenda, actuellement, l'administration n'existe plus. Et au regard donc de tous ces actes et de toutes ces menaces, qu'est-ce que vous envisagez comme suite à donner? Bon, pour ce qui est de ces deux établissements, j'avoue que dans la fermeture, même on va dire qu'elle est de fait, parce que l'administration n'existe plus, il n'y a plus de fichiers, il n'y a plus de serveurs. Et au Nelson Mandela, depuis le lundi 10, le proviseur n'a plus accès au bureau, il ne peut pas venir. Et donc, certainement, d'ici là, des mesures vont être prises par rapport à ces deux établissements-là. D'accord. Voilà. Alors, merci bien, Monsieur Ilboudo, d'être venu sur ce plateau. Oui. Je rappelle que vous êtes le directeur régional des enseignements post-primaires et secondaires du centre. Oui, je voudrais quand même lancer un appel essentiellement aux parents d'élèves et aux élèves. J'en appelle au calme des uns et des autres. Et aujourd'hui, la majorité des enfants continuent à faire cours normalement. Ceux-là même qui sont aujourd'hui victimes de la violence, ils veulent faire les cours. Seulement, il y a une minorité qui sème la terreur et qui les empêche de travailler et d'aller à l'école. Donc, nous en appelons vraiment à la participation des parents, à leur implication pour que les enfants se départissent de ce genre d'action et que les cours puissent se poursuivre normalement dans les autres établissements. Et nous allons voir, selon l'évolution des choses, les décisions seront prises. D'accord. Merci bien, Monsieur Ilboudo. C'est moi qui vous remercie. Quels acquis pour les 100 premiers jours du second mandat du chef de l'État? Le sujet est abordé par le mouvement du peuple pour le progrès ce matin face à la presse. Si le parti se dit satisfait des résultats engrangés durant ces 100 jours, il regrette toutefois le regain des attaques terroristes et la persistance de la maladie à coronavirus au Burkina. Les détails de la conférence avec Moussa Ouedraogo et Olopoda. Le 6 avril marquait les 100 premiers jours du président du Faso, un début de second quinquennat marqué par la persistance des crises sécuritaires et sanitaires. Mais le MPP ne doute pas un instant de l'engagement de l'exécutif et en veut pour preuve les contrats de performance auxquels sont soumis tous les ministres. Les ministres seront évalués périodiquement par le Premier ministre lui-même sur la base de critères clairement définis. C'est un challenge que l'équipe gouvernementale devrait relever. Mettre en œuvre les éléments qui vont permettre à ce gouvernement d'être efficace et de produire des résultats auxquels les Burkinabés aspirent et attendent avec beaucoup d'intérêt. Autre point, au compte des 100 jours, la réforme des examens scolaires et surtout la promesse de campagne du président Roch-Marc Christian Kaboré d'engager le pays sur la voie de la réconciliation. Le MPP est solidaire du gouvernement et apprécie positivement toute réforme qui participe à l'amélioration de notre système éducatif. Notre parti en appelle aux associations de scolaires pour une reprise des cours dans les meilleurs délais. Sur la question des camarades sanctionnés pour faute à l'encontre des idéaux du parti, Simon Compaoré est on ne peut plus clair. Seule la discipline, selon lui, fait le succès. Il y en a qui, de façon volontaire, parmi ceux qu'on a cherchés, il y a que
ils ont commis des actes graves. Mais parmi ceux qui sont partis, qui ne font plus partie de nos effectifs, il y a ceux-là qui se sont auto-exclus. Alors je parle d'auto-exclus, c'est ceux-là qui se disaient membres, qui étaient membres donc de notre parti, et certains même responsables de certaines de nos structures qui ont préféré aller battre campagne pour d'autres partis. Voilà. Et là, c'est le summum de la gravité des actes posés. Le MPP a des engagements avec le peuple et doit utiliser le temps pour faire de grandes choses, ajoute le président du parti, qui estime que la mise en œuvre du prochain référentiel de développement en cours d'élaboration permettra d'engranger des résultats encore plus significatifs. Le bureau national du MPP, à travers une délégation, était aussi présent dans la Nyanya pour une conférence provinciale. La situation nationale, la vie du parti, les élections municipales sont entre autres les sujets qui ont mobilisé la section provinciale. Ce 15 mai, sympathisants et militants se sont aussi penchés sur les acquis du premier quinquennat du chef de l'État, Mathias Ninkiema et Jérôme Tendanou. La hiérarchie du mouvement du peuple pour le progrès MPP échange avec ses militants de base de la province de la Nyanya. Ici à Bogandé, les membres du bureau exécutif national mandatés pour la mission sont porteurs de messages liés à la vie du parti mais aussi à la situation nationale. Ces échanges nous ont permis donc de donner un certain nombre d'informations à nos camarades sur l'insécurité, sur la question sanitaire, sur la fronde sociale, sur d'autres questions que nous avons en partage, sur la question de réconciliation pour que notre parti soit toujours fort. Le parti se porte bien parce que tout de même, au niveau de la province de la Nyanya, nous avons 7 communes et toutes ces 7 communes-là sont dirigées par le parti au pouvoir, à savoir le MPP. Donc le parti reste serein au niveau de la province de la Nyanya. Une sérénité renforcée pour le parti du soleil levant dans la Nyanya de l'avis de ses militants. Il salue l'instauration d'un cadre d'expression sans tabou. Ce qu'on avait dans les cœurs, on a pu faire sortir afin de répartir sur de nouvelles bases pour pouvoir vivre dans la cohésion sociale, pour construire un grand parti. C'est la première fois que je participe à un débat suffisamment franc. Vous avez été témoin. Alors les problèmes de la Nyanya ont été clairement posés, les réponses ont été instantanées. Nous pensons que si la gouvernance est faite ainsi, ça permet de se comprendre de part et d'autre. Cette conférence du mouvement du peuple pour le progrès dans la Nyanya se tient en prélude à l'organisation du congrès national du parti. Voilà, et comme annoncé en titre, nous sommes avec le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Monsieur Yoda, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on nous annonce donc l'ouverture dès demain d'un tribunal de grande instance Ouaga 2. Vous êtes le procureur pour le tribunal de grande instance Ouaga 1. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire quelle sera la spécificité de ce tribunal et pourquoi donc son ouverture? Alors, il faut dire que le tribunal de grande instance Ouaga 2 a été créé en mai 2014. Vous voyez déjà que ça date. Alors, ce tribunal a été créé et la loi qu'il a créée a fixé donc, la compétence territoriale de cette juridiction qui recouvre les arrondissements 6, 7, 10, 11 et 12 de la ville de Ouagadougou, plus la province du Bas-Zéga. Alors, vous avez parlé de spécificité. Cette juridiction n'est pas fondamentalement différente de la juridiction des autres TGI, sauf que c'est cette juridiction qui va abriter donc, le pôle judiciaire spécialisé de répression des actes terroristes, pôle qui a été créé par une loi en janvier 2017. Donc, en termes de spécificité, c'est ce qu'on peut dire concernant donc cette juridiction qui est le tribunal de grande instance de Ouaga 2.
C'est-à-dire donc que ce sera beaucoup plus un détachement d'un certain nombre de personnels judiciaires au niveau de ce tribunal, puisque ces affaires-là étaient déjà prises en compte depuis 2017 selon vos explications. Oui, ces affaires étaient prises en compte depuis 2017, mais le législateur a dit que les affaires de répression des actes terroristes sont du domaine de compétence du pôle spécialisé qui est logé à Ouaga 2. Mais jusqu'à ce que Ouaga 2 soit fonctionnel, c'est le tribunal de grande instance de Ouaga 1 qui abrite ce pôle et qui traite les dossiers donc terroristes. Maintenant, vous avez parlé de détachement. On peut accepter l'image, mais en réalité, le législateur en 2014 a dû se rendre compte que la ville de Ouagadougou a grandi. Les distances sont devenues très grandes et la seule juridiction de Ouagadougou ne suffisait plus pour absorber donc le grand nombre de justiciables. C'est ce qui a dû justifier, me semble-t-il, en tout cas, la création de Ouaga 2, si je me mets un peu dans la psychologie du législateur. D'accord. Alors, est-ce qu'il faudra s'attendre à la longue à ce qu'il y ait également des Ouaga 2 au niveau des autres communes, en dehors de celles que vous avez citées tout à l'heure et des circonscriptions? Alors, il faut dire que la création des juridictions, c'est du ressort de la loi. Donc, il appartiendra au législateur d'apprécier si oui ou non il y a lieu de créer de nouvelles juridictions à Ouagadougou. D'accord. Alors, procureur Aruna Yoda, vous êtes un homme de loi. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans quand même vous arracher votre lecture de la situation que vit en tout cas l'enseignement aujourd'hui. Vous avez vu tout à l'heure dans les images ce qui s'est passé ce matin au lycée Philippe Zenda Kaboré. J'ai suivi comme vous les images qui montrent un bureau saccagé, un véhicule saccagé, des scènes qui se sont passées au lycée Philippe Zenda Kaboré. Soit dit en passant, c'est mon lycée d'origine. Alors, ce lycée a connu des scènes qui nous intéressent en tant que magistrat, procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Il faut dire que le lycée Philippe Zenda Kaboré se trouve dans le domaine de compétences territoriales de ma juridiction. Donc, en tant que tel, nous avons reçu compte rendu de la police de ce qui s'est passé. Vous avez pu voir le véhicule de la police technique et scientifique et qui était en train de faire les constats nécessaires. Une enquête est ouverte et des investigations sont en train d'être faites et un procès verbal nous sera adressé par la police judiciaire et nous aviserons en temps utile. D'accord. Merci bien, Monsieur Yoda, d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Une chirurgie à cœur ouvert au sens propre et figuré. Cela s'est passé ce matin au CHU de Tengandogo. Une opération réalisée avec succès sur une jeune dame souffrant d'anomalies au cœur. L'intervention est conduite par le Burkinabé Adama Sawadogo, assisté par des spécialistes étrangers. Une opération immortalisée par Lassina Ouattara et Vincent Kendrobego. Attention, certaines images peuvent heurter votre sensibilité. Balgissa, 19 ans, souffre d'une pathologie cardiaque qui nécessite une intervention chirurgicale. Ce matin, elle passe au bloc opératoire. Effectivement, c'est une jeune adulte, une fille de 19 ans qui vit à Bobo-du-Lasso, qui a été diagnostiquée depuis son adolescence. Elle souffrait d'une valvulopathie rhumatismale de la valve mitrale. C'était exactement une insuffisance de la valve mitrale. Donc c'était un défaut de coaptation, donc des feuillets de la valve qui n'arrivaient plus à bloquer le sang. Et donc ce sang refluait du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et c'était très handicapant pour elle parce qu'elle n'arrivait plus à mener ses activités quotidiennes. C'est Dr Adama Sawadogo qui doit assurer l'opération, assisté de son professeur venu du Sénégal et une équipe chinoise. Il faut ouvrir le thorax, ensuite ouvrir le cœur pour réparer l'anomalie dont souffre la patiente. C'est une opération délicate qui va prendre plusieurs heures.
la valve qui était malade a été complètement enlevée et nous l'avons remplacée par un implant qu'on appelle prothèse, donc valvulaire, qui va rester ici à vie. Elle va seulement prendre un anticoagulant juste pour éviter que le sang nous coagule en présence de la valve. Opération réussie pour Dr Sawadogo du CHU de Tengango qui est positivement apprécié par son maître, son professeur venu de Dakar et par l'équipe chinoise. Non, l'évolution est spectaculaire, hein. C'est une équipe autonome. Donc je pense qu'il faut juste les accompagner encore un peu. Ils vont faire encore des malades beaucoup plus complexes. Le CHU de Tengango a décidé de commencer la chirurgie cardiaque. C'est une décision très remarquable parce que la chirurgie du cœur ouvert, c'est très difficile. Ça exige beaucoup de services, beaucoup de discipline. Je pense que l'opération de ce matin est un succès. Au total, 5 personnes, toutes des adultes, seront opérées en 3 jours au CHU de Tengango, qui n'est pas à son premier exploit en matière de chirurgie à cœur ouvert. En janvier dernier, le CHU avait réalisé les mêmes opérations sur des enfants. La médecine de catastrophe ou comment anticiper les situations de crise. Experts et participants sont en formation d'une semaine pour une mise à jour de leurs compétences. Il s'agit surtout pour ce séminaire qui allie théorie et pratique d'élaborer des plans de prise en charge au profit des victimes. Alidio Badini et Nyarkiteda. Tout se dessine dans cette salle. Le Burkina a à cœur de rendre disponible du nord au sud et d'est en ouest des masses critiques suffisantes pour répondre aux urgences sécuritaires et de catastrophes. La situation nationale le recommande. Cette formation revêt une importance capitale étant donné que notre pays vit une situation sanitaire sans précédent et une situation sécuritaire qui préoccupe au quotidien. Et l'insécurité donc qui prévaut dans le pays engendre des situations sanitaires exceptionnelles et il faudra apporter une réponse tout à fait particulière. C'est dans ce sens que ce séminaire se tient avec des experts venus d'ailleurs pour renforcer les capacités de l'équipe nationale afin qu'ils soient bien outillés pour faire face aux différentes situations qui nous arrivent. À côté de ces experts en question, il y a l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'Université Joseph Kizerbo, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge et Médecins sans frontières pour assurer la formation. L'OMS, partenaire du Burkina dans le domaine de la santé, félicite le pays pour la tenue du présent séminaire. Il entre dans le cadre de la stratégie Région Afrique adoptée en 2012 pour renforcer la capacité de chaque pays à gérer les urgences sanitaires et humanitaires. Pour nous, l'OMS, nous nous réjouissons que cette formation ait pu avoir lieu, surtout avant même la fin de la période, parce que la stratégie régionale était de 2012 à 2022. 2022, c'est déjà l'année prochaine. Donc avec cette formation, le Burkina Faso est bien parti. La rencontre dure une semaine et allie à la fois théorie et pratique. Objectif, offrir aux praticiens venus de tout le pays des capacités réelles et nécessaires à utiliser et à faire en tout temps et en tout lieu. Eux également sont spécialistes, mais en santé animale. Ils sont issus des pays du Sahel et des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. À l'initiative du Centre régional de la santé animale et de la CEDEAO, ils élaborent une stratégie régionale de contrôle des maladies vectorielles. L'objectif étant de barrer la route aux trypanosomes animales et aux maladies transmises par les tiques. Jean-Eudes Bayala et Kamana Adadia. Ici des spécialistes en santé animale du Sahel, Burkina, Mali, Niger, et leur paire de 5 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. 8 pays d'intervention du PREDIP, le projet régional de dialogue et d'intervention pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. C'est à Ouagadougou qu'ils vont harmoniser leur stratégie de contrôle des maladies vectorielles, les trypanosomoses animales et les maladies transmises par les tiques. Donc ici, le Centre régional de santé animale voudrait, à travers cet atelier-là, harmoniser les moyens de lutte, mais coordonner aussi les actions pour que
au niveau de cette zone-là, nous puissions contrôler cette maladie, voire éradiquer à long terme. Si je prends le cas de la mouche CC, elle est presque éteinte dans certains états. Malheureusement, lorsqu'elle surgit et puis il n'y a pas une harmonisation dans la lutte, ça revient. Rencontre d'échanges, de partage d'expériences et de débats scientifiques durant les 5 jours de travaux. Une fois la stratégie régionale de contrôle des maladies vectorielles élaborée, le draft de stratégie proposé par les experts devrait également donner les grandes orientations d'intervention. En termes d'action, en termes de méthodologie et surtout également des calendriers d'intervention pour qu'il y ait une cohérence dans tous les États en matière de lutte contre ces maladies-là. Selon les statistiques, la contribution de l'élevage au produit intérieur brut des pays de l'espace CEDEAO varie de 18 à 44%. Dans un autre registre, ce sont plus de 371 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour du matériel agricole. Des unités agricoles motorisées cédées à coût subventionné aux coopératives. Une action du ministère de l'Agriculture qui devrait permettre de traduire en réalité le processus de mécanisation. Pascal Canet. C'est un coup de pouce important pour les producteurs de la région du centre à l'orée du lancement officiel de la campagne agricole. Le ministère de l'Agriculture met à la disposition des coopératives de producteurs 145 unités de matériel agricole motorisé. Du matériel cédé aux coopératives à un prix subventionné à hauteur de 65%. Parmi ces matériels, 25 désherbeuses faucheuses que le gouvernement souhaite éprouver avant leur mise à l'échelle. Aujourd'hui, c'est un jour que on peut dire que c'est très satisfaisant pour les producteurs. Il faut noter que ces matériels vont contribuer au développement de notre secteur agricole, notamment dans les bas-fonds, dans les champs céréaliers. Je pense que ces équipements vont permettre d'améliorer, de valoriser notre agriculture d'ici peu de temps. Avec ce matériel mis à la disposition des producteurs, le gouvernement joue sa partition, souligne le ministre en charge de l'agriculture. Aux producteurs de saisir cette opportunité de mécanisation pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement pour cette campagne agricole. C'est 145 unités de motorisation, de petite motorisation qui est mise à la disposition des producteurs, qui est composée de 88 motoculteurs, de dégraineuses, de désherbeuses, et cela va permettre à ces producteurs-là de pouvoir prendre en main l'exploitation au niveau de leurs champs. Mais surtout, ici aussi, ça rentre dans le cadre de l'initiative du président du Faso, qui est de produire 1 million de tonnes de riz. À l'occasion, le ministère de l'Agriculture a également remis à ces structures déconcentrées 170 motocyclettes, des motos acquises grâce à l'UMOA qui devraient permettre aux chargeurs d'appui conseil d'être plus opérationnels sur le terrain. En culture, et comme annoncé en titre, l'artiste Amzi a fait salle comble au Palais des Sports de Ouagadougou ce 15 mai. 3 années et demie de carrière comme confirmation de la bonne lancée de l'artiste. Plusieurs titres entonnés sur scène et des mélomanes fidèles au rythme. L'ambiance avec Bernard Koumbelem et Marguerite Douaniou. Il est exactement 23h30 heure locale lorsque Amzi fait son entrée sur la scène du Palais des Sports de Ouaga 2000. Une entrée en fanfare pour l'une des figures de la nouvelle génération du rap burkinabé. L'artiste enchaîne plusieurs chansons pour faire valoir son talent devant un public acquis à sa cause. Une voix envoûtante qui manie avec aisance moré et français, tout ceci dans un rapport du vécu quotidien des Burkinabés. L'artiste se dit fier d'un tel succès. Pour lui, le pari est gagné. Vraiment, je suis fier de moi et surtout de mon équipe, ceux qui ont fait le nécessaire pour que ça puisse se réaliser et tout. J'étais vraiment ému. C'est pas le plein seulement le problème, il y avait tout le monde. Il y a des gens qui ne se parlaient pas et qui se sont salués, ils se sont fait des accolades ici tout simplement parce que voilà, il y avait un tel concert. Un concert riche en couleurs avec plusieurs sonorités. Des artistes comme Kayawoto, Smarty, Smokey et bien d'autres étaient de la partie avec un public qui a aussi joué sa partition.
Ah non, le concert, il était génial. On a adoré. Vraiment, on a aimé le concert de Amzi. C'était vraiment chouette. Je retiens un mot, succès. Succès, déjà succès par l'affluence. Salle comble, c'est inédit, c'est unique. Et succès musical parce que sa prestation était aussi de taille. Avec 3 albums, Amzi est un artiste burkinabé qui affiche à son compteur 3 années et demie de carrière. Il promet des tournées dans les autres villes du pays pour le plus grand bonheur de tous ses fans. Salle comble également pour Soum le sapeur qui fait plutôt dans l'humour. Ma première dose, c'est le titre de ce one-man show de 4 heures d'horloge qui a connu la participation de plusieurs autres artistes, Konsun Koulibaly et Ahadi Sandamba. Une entrée en scène atypique. Pour cette première sortie, Soum le sapeur dénonce les méfaits de la consommation d'alcool frélaté. Être sous du réveil au coucher, l'artiste compte ici la vie d'un soulard. Et plus que de l'humour, cette soirée se veut sensibilisatrice de la jeunesse. Si on nous interdit de toucher à l'alcool, c'est qu'on avait interdit aux hommes de toucher à la femme. Parce que l'alcool et la femme ont les mêmes effets secondaires sur l'organisme de l'homme. La jeunesse est en train de rentrer dans la liqueur frelatée. Ils se laissent en tout cas emporter par le découragement. Donc du coup, ils se disent qu'en prenant les différents alcools frélatés et consorts, voilà, ils pourront remonter le moral. Et par la suite, tu remarques en tout cas ces gens-là, ils tombent dans le chaos total, quoi. Un one-man show organisé et mis en scène par le groupe Gombo.com. On a eu un parcours assez atypique, donc on s'est dit qu'il fallait tendre la main à quelqu'un. Et dans le lot, on a trouvé que Soum le sapeur, c'était un grand bosseur. Voilà pourquoi on a décidé de le produire son premier one-man show. Tous les jours, vous dites que la femme me saoule. Est-ce que la femme ne me saoule pas? Quand elles doivent ici, ce soir, disent tous les jours à leur femme, madame, tu me saoules. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le public lui en a eu pour sa dose. Une première, comme l'indique l'intitulé de la soirée. Ça nous a permis également de faire passer le message de la sécurité routière, parce qu'à travers l'humour également, on peut dire des choses très dures, mais qui passent aisément. À cette soirée dénommée Ma première dose, une dizaine d'humoristes sont venus soutenir Soum le sapeur. Enfin, me dit, un toit nuisible où le feu envahit les renégats. Et là-bas, il y a un patron là-bas qu'on appelle Satan, qui veut dire salopard attendant tranquillement ses adeptes pour neutraliser. Du sport, avec la Fédération burkinabé d'athlétisme qui a tenu ce week-end ces championnats nationaux dans les catégories U18, U20 et seniors. Environ 300 athlètes sont concourus dans 75 épreuves. Un bref aperçu de ces championnats dans ce reportage que nous proposent Rasmane Zoundi et Mahamadi Wena. La sensation de ces championnats nationaux est le suspense dans le relais 4x100 mètres U20 senior. Un finish très serré entre l'équipe A des Hauts-Bassins et l'équipe A du centre. Le chrono est de 42 secondes pour les deux équipes de relais. Ces championnats sont assurément de bonne facture. Et j'avais pour illustration le relais 4x100 mètres qu'on a vécu hier après-midi et qui s'est terminé finalement par des positions ex aequo. Tellement les gens étaient engagés et déterminés à faire d'excellentes performances. Le 100 mètres et le 200 mètres U20 senior féminin a laissé entrevoir un duel entre Mariam Bansé et la jeune et promoteuse Madina Touré. Chez les hommes, c'est Farel Ouedraogo, un autre junior, qui rafle la mise devant Idrissa Compaoré et Abdraman Sempore en 10 secondes 75.
Au 400 mètres haies, Mariam Bansé, pratiquement sans concurrence, s'impose en 59 secondes 89. Tandis que chez les garçons, Esaü Somda du centre de Dakar a dû faire appel à son expérience pour prendre le dessus sur le jeune Irénée Bado. Au lancer de Poitiers, Faïs Kambou, malgré un jet à 14 mètres 23, n'a pas pu réaliser les minima pour les championnats d'Afrique fixés à 14 mètres 50 dans cette épreuve. La prochaine étape pour l'athlétisme burkinabé sur le plan sous-régional sont les championnats de la région 2 à Kaduna, au Nigeria, prévus pour fin mai. Mais avant, Hugues Fabrice Zango et Mathiasine Kwala, en route pour Tokyo, seront en compétition ce vendredi 19 mai au meeting d'Ostrava en République tchèque. Et le point complet de l'actualité sportive, c'est tout à l'heure à 21h avec le service des sports. L'information revient à 23h avec Amandine Lalsaga. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.